Georges Mercier est avec nous. Bonjour, Georges Mercier. Comment vas-tu? Bonjour. Très bien. Est-ce que tu te sens gardien de quelque chose, toi, comme moi, je... Gardien de l'information. Ah, mais gardien de l'information, c'est une... Non, mais j'aimerais parfois avoir le pouvoir d'aller dans la tête de Donald Trump pour lui suggérer quoi faire aujourd'hui. Parce que c'est très drôle. Jusqu'à maintenant, les Américains avaient un argument valide contre l'Iran. C'est-à-dire, vous entravez une voie de navigation qui, selon le droit international, devrait être libre. Nous, les bons Américains, nous allons la désentraver. Donc, autrement dit, nous allons être les gardiens du droit international, reprendre la posture que les Américains ont longtemps eue sur la scène mondiale. Mais il n'est pas capable de faire ça. Ouais, après avoir unilatéralement bombardé un pays sans l'aval du Conseil de sécurité et tout ça, mais, et atteint des cibles civiles et tout ça. Là, maintenant, le droit international est très important. Oublions tout ce qui s'est passé avant. Puis imaginons, parce qu'on peut imaginer un président américain qui arriverait sur le podium et qui ferait un grand discours qui s'inspirerait de John F. Kennedy ou que sais-je encore et qui dirait « Les Américains sont les gardiens d'un certain ordre international et pour le garder, nous estimons que l'usage de la force est légitime. » Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas capable de faire ça. Donc, au lieu de simplement dire qu'ils vont garantir la sécurité dans l'étroit de Hormuz, il dit « Nous allons charger 20% aux navires qui transitent comme frais de protection », ce qui semble être un racket de protection. Et là, le problème, c'est que si au départ, il y avait un argument contre les Iraniens, eh bien, il propose de faire exactement la même chose qu'eux. Donc, toute la légitimité de son action éventuelle, mais elle part en fumée. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a un argument à faire pour qu'une coalition, une vraie coalition, décide de sécuriser le détroit. Les Britanniques et les Français avaient peut-être pensé participer à ça. Ils ont des puissances navales, ils ont des navires, ils ont des choses, on pourrait le faire. Mais Donald Trump est tellement pas bon, finalement, pour vendre cette coalition-là que ça ne se produit pas. Mais là, l'impact de ça, parce que, tu sais, il annonce le retour du blocus naval, l'impact de ça. Bien, la question, c'est que là, en ce moment, on est dans une guerre de relations publiques entre l'Iran et les États-Unis. Essentiellement, la seule question, c'est qui, de l'Iran ou des États-Unis, est capable de convaincre les opérateurs de navires que le détroit est sécuritaire ou non. Et ce que les Américains font depuis le week-end, en bombardant des installations militaires de plus en plus profondes en Iran, mais surtout sur le littoral, c'est tenter d'affaiblir les capacités offensives de l'Iran pour donner une forme d'assurance aux opérateurs de navires, pour leur dire, regardez, vous pouvez reprendre la chance de passer. Et on verra qui contrôle vraiment le détroit de Hormuz en fonction de ça. En fonction si oui ou non le trafic reprend. Parce qu'en ce moment, si les Iraniens disent, nous le contrôlons, mais les gens continuent à traverser, ça veut dire que de fait, ils ne le contrôlent pas. Et les Américains, c'est ce qui essaie de produire en ce moment. Puis vous noterez quand même un élément qui a changé au cours de la fin de semaine, dans la dernière semaine. Durant la guerre, les Américains acceptaient finalement que le détroit allait être fermé tant que les hostilités allaient avoir lieu. Là, on change de posture complètement en se posant comme le gardien de la navigation. On refuse que les Iraniens le contrôlent aujourd'hui. Mais là, le gardien de la navigation d'un petit bout de mer où il y a plein de drones puis de missiles qui volent, c'est dangereux déjà. Puis l'autre affaire, c'est que là, Donald Trump dit qu'il veut asséner un tarif, un racket de protection, comme tu l'as appelé, de 20%. Mais là, 20% au prix d'aujourd'hui, c'est 15 $ le baril. Là. Qui va vouloir payer ça à tonton Donald? C'est pas très clair. Ouais. Peut-être qu'il y a un plan de génie derrière, puis il se dit, je vais faire peur aux autres, c'est-à-dire pas aux Iraniens, mais aux autres pays de la planète, pour qu'eux embarquent avec moi. Mais je ne sais pas d'où il sort, ce 20%-là, qui, oui, français, ça a l'air un peu exorbitant. Mais par contre, notons une chose ici, c'est très caractéristique de Donald Trump, qui a une logique transactionnelle en politique étrangère. Une logique de tarif. Une logique de tarif, mais une logique de, si je m'investis à quelque part, je dois en rapporter, ça doit me rapporter à moi. Donc, qu'il propose un frais pour la protection, on comprend dans sa tête pourquoi ça marche. Et seules les conséquences sur le prix de pétrole, c'est quoi? Bien, on verra, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que les marchés n'ont pas réagi de manière hystérique à ces nouvelles escarmouches-là. Non, mais on est à 82, le baril. Il était à 70 il y a quelques jours. Oui, ça, c'est vrai, mais graduel. La hausse, c'est pas comme au début du conflit, on avait atteint 120, 125, pratiquement le prix du baril. On dirait qu'il y a une foi dans les marchés que soit les hostilités ne vont pas durer longtemps, qu'on va revenir à un accord, ce qui serait pas surprenant, parce que c'est ce qu'on connaît depuis quelques mois maintenant. D'accord. Ou au contraire, ça c'est quand même fascinant, c'est que là, on est rendu à un point où, avant que les hostilités reprennent, on pensait qu'on allait avoir un trop-plein de pétrole. Il y a même une analyse de Citibank qui disait que le prix allait baisser à 60 $ le baril. Et c'est peut-être ça ce qu'on voit sur les marchés, où on vient d'éviter un trop-plein en recalibrant tant bien que mal les approvisionnements. On verra ce qui va se produire, mais pour l'instant, au moins, les marchés ne régissent pas de manière désastreuse. Et ça donne de plus en plus envie à nos comparses de l'Ouest d'un oléoduc. Oui. L'oléoduc qui pourrait se rendre jusque chez nous, peut-être, éventuellement. Quand sais-je? On verra si quand sais-je. Parlant d'énergie qui traverse le Québec, il y a eu cette
cette entente entre Hydro-Québec et la communauté Innu de Pessamit, qui est près de Bécomo. Sur la côte connaît, nord. on les salue. Les membres de la communauté ont pu voter lors d'un référendum 10 jours seulement là, après que l'entente a été terminée. Et ils ont hier rejeté cette entente-là par une majorité quand même assez franche. Mais c'était assez prévisible, ça. Mais une majorité assez franche, mais c'est loin d'être la majorité des Qui a gens voté. qui pouvaient voter qui ont voté non. Je pense que c'est 37 des Ouais, gens mais qui j'en étaient parlais ce éligibles. matin avec Alex, je veux dire, aux élections municipales de Montréal, Mais il n'y a c'est pas pas, il y a beaucoup, pas 92 37%. des gens qui se déplacent non plus. Non, mais en général, dans les référendums, les taux de participation Ouais. sont plus élevés. Bon, c'est peut-être parce que ça a été un peu mal foutu, leur affaire, considérant qu'on a laissé 10 jours à la communauté pour se faire une tête sur... Cela étant dit, c'est quand même surprenant qu'on rejette l'offre qui a été faite par Hydro-Québec parce que c'était pas des peanuts qu'on leur offrait, là. On parlait d'un peu plus de 2 milliards de dollars, bon, sur 50 ans quand même, pour réparer des torts. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu gain de cause devant les tribunaux, la communauté Innu de cette région-là, parce qu'il y avait des recours devant les tribunaux. Donc, ils la rejettent, mais ça pose quand même une bonne question pour l'avenir. Puis, c'est Natacha Canapé-Fontaine qui a publié une lettre ouverte où elle critiquait l'offre qui avait été faite par Hydro-Québec. Et dans sa critique, elle dit « Nous devons nous adapter au changement climatique ». Bon, là, je suis désolé, mais si on veut vraiment faire face au changement climatique, on a une solution qui est assez extraordinaire au Québec qui s'appelle l'hydroélectricité. Si on a des communautés qui bloquent les projets d'hydroélectricité, alors qu'on sait qu'Hydro a de plus en plus de misère à subvenir à la demande, il y a un paradoxe ici, là. Mais comment on va faire pour s'entendre? Parce que là, c'est seulement 37% qui a voté. Là, c'est non, c'est refusé. Ça va prendre encore des années de négo, là. Peut-être qu'on va offrir plus d'argent aussi, puis ça va être suffisant d'offrir plus d'argent, de meilleures garanties. Peut-être qu'au lieu d'avoir une entente sur 50 ans, on pourrait offrir une entente sur 25 ans. Je pense que ce qui a été refusé, c'est pas le principe même du développement dans la région. Ça, les gens de Pessamit sont plutôt d'accord avec le fait de développer nos ressources. C'est la contrepartie qu'on leur offre pour qu'ils acceptent. Mais cela étant dit, il va y avoir une question qui va se poser un jour où, oui, il y a des revendications des nations autochtones et on doit négocier avec elles de nation à nation pour l'histoire qu'on connaît. Mais si vraiment on a un besoin urgent de développement, éventuellement, peut-être que ça ne pourra pas se faire dans la bonne entente et sans pot cassé. Il va falloir que le gouvernement ait le courage de le faire aussi. La notion de 10 jours aussi était surprenante. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps. Ben, on pourrait être très cynique et penser que le conseil de bande n'était pas satisfait de l'entente qu'il y avait eu avec Hydro-Québec, qu'il ne voulait pas qu'on l'accepte et que donc, en orchestrant un référendum dans un délai si court, on espérait que ça allait être rejeté pour ne pas avoir nous-mêmes apporté l'odieux. Ben, c'est quand même, ça c'est l'élément qu'il faut mentionner, ce sont les membres de la communauté de Pessamit qui avaient négocié l'entente. Ben, c'est ça, puis je suis le négociateur sur les médias sociaux, puis ils semblent pas penser qu'ils s'en ont fait passer une. Ça semblait avoir été les chiffres, puis les délais, puis les manières de procéder qui convenaient aux deux parties. Là. Je veux dire, c'est pas comme si Hydro avait essayé de passer un sapin vite aux Autochtones. Là. C'était pas... En fait, du moins, c'est pas l'impression qui en ressort, mais tu as peut-être raison qu'il y a comme un peu des manigances. Puis sachant aussi qu'il y a des élections là, qui surviennent dans quelques semaines. D'ailleurs, beaucoup des commentaires, là, encore une fois, j'ai plusieurs amis proches et ou même au sein de la communauté qui disent ça va être le temps de vider complètement le conseil de bande puis de mettre des nouvelles personnes. Puis ça, c'est une des particularités d'ailleurs que je savais mais que j'avais oublié. On refait les élections aux 2 ans. Ce qui veut dire que ton temps pour réaliser quoi que ce soit dans une communauté autochtone, le temps que tu t'installes, que tu prennes compte de tes 2 dossiers, tu es déjà en élection. Ouais. Donc oui, effectivement, extrêmement court. Mais par contre, juste noter une chose, on parle souvent, on accuse souvent le système canadien ou québécois d'être néocolonial, colonial. Ouais. Là, ce qu'on vient de voir, là, c'est à peu près par excellence un exercice démocratique où il y a eu négociation, il y a eu consultation, il y a eu proposition de quelque chose, il y a eu rejet démocratique de cette chose-là. Donc, si on parle de vérité et réconciliation, c'est peut-être la marche à suivre. C'est intéressant ce que tu mentionnes, Francis. Je ne savais pas que c'était 2 ans le renouvellement. C'est le genre de choses qui pourraient être exploitées par un gouvernement du Québec plus astucieux pour peser sur les élections. Bon, on va essayer de ne pas être trop astucieux quand vient le temps de parler à nos amis autochtones. Merci beaucoup, Georges Mercier. Toujours un plaisir d'être avec toi. Puis on se retrouve demain. À bientôt.